Avec toutes nos excuses pour ce retard, ce léger décalage par rapport à l'horaire qui vous avait été annoncé. En tout cas, nous sommes très heureux de pouvoir auditionner deux acteurs du secteur bancaire afin d'aborder la question du financement de la rénovation énergétique des logements par les particuliers. Donc, nous recevons Madame Sophie Olivier, qui est directrice des marchés et des études à la Confédération nationale du crédit mutuel, et Monsieur Laurent Bortoli, directeur des crédits à la direction du marketing de la banque de détail de la Banque postale. Madame, Monsieur, la Banque postale et le crédit mutuel sont particulièrement impliqués dans l'accès à la rénovation énergétique pour tous, puisqu'ils ont la particularité d'être les rares établissements bancaires à proposer le prêt avance rénovation qui a été créé par la loi Climat et Résilience en 2021 à la suite du rapport d'Olivier Sichel que nous avons par ailleurs auditionné. Ce prêt hypothécaire se remboursant à la mutation du bien ou au plus tard dans un délai de 20 ans est accessible aux propriétaires occupants de passoires énergétiques ayant des revenus modestes ou très modestes selon l'ANA. Ce prêt garanti par l'État permet de financer jusqu'à 30 000 € de travaux pour des rénovations au geste et des rénovations globales. Ce dispositif est récent et semble pour le moment peu opérant. Que pouvez-vous nous dire sur les débuts du prêt avance rénovation? Combien ont été distribués? Pour quel montant et quel type de travaux financés? Certains réfléchissent à l'élargir, voire à le généraliser, tel le secrétaire général à la planification écologique, que nous avons également auditionné. Dans ce but, faut-il supprimer les conditions de revenus et augmenter son plafond afin d'en faire un véritable outil de financement par les particuliers de la rénovation énergétique sur le modèle des prêts distribués par la banque de développement allemande, la KfW. De nombreuses personnes que nous avons également auditionnées se positionnent en faveur d'un tel dispositif de prêt hypothécaire. Les recherches de l'Institut de l'économie pour le climat démontrent les bénéfices d'un prêt à la rénovation à taux bas étendu à 30 ans en termes d'équilibre et en termes de soutenabilité pour les ménages. Quelle est votre analyse du sujet et quels sont les blocages? Nous avons des interrogations assez semblables sur l'éco-prêt à taux zéro, qui semble lui aussi ne pas trouver son public ou son mode de distribution. Si pendant de nombreuses années, la faiblesse des taux d'intérêt pouvait expliquer que l'outil ait pu être mis de côté, ce n'est plus le cas aujourd'hui. À quelles conditions les banques pourraient-elles intégrer le financement de la rénovation énergétique et sa contribution à la transition écologique à leurs obligations ESG, comme cela a été suggéré devant notre commission? Enfin, comme vous le savez certainement, un des trois groupes du CNR Logement, dont nous attendons le rendu pour le début du mois de juin maintenant, a proposé la création d'une banque de la rénovation énergétique. Qu'en pensez-vous? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle le sera également en différé et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame et Monsieur, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je vous laisse donc la parole pour répondre à ces premières questions, puis il y aura les questions de Monsieur le rapporteur et de notre autre collègue qui est présent à l'audition, s'il souhaite lui également intervenir.
Voilà, c'est à vous. Je ne sais pas qui veut commencer, Madame Olivier. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, merci de nous avoir conviés à cette réunion et à cette audition sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique. C'est un vaste sujet pour lequel je propose de vous présenter en phase préliminaire la façon dont le groupe Crédit Mutuel intervient aujourd'hui en tant qu'acteur bancaire mutualiste. Dans le cadre de l'accompagnement de nos clients et sociétaires tout au long de leur cycle de vie, l'acquisition d'un logement neuf ou ancien et sa rénovation par des travaux sont des projets importants pour lesquels nous disposons de solutions étudiées selon la situation de chacun. S'agissant plus particulièrement de la rénovation énergétique, nous avons une offre dans laquelle les dispositifs publics sont des accélérateurs importants. Nous en proposons 3 à date, dont je vous propose de détailler notre expérience. L'éco-prêt à taux zéro, que nous distribuons depuis l'origine, donc en 2009. Le prêt avance rénovation que vous avez évoqué au début de votre intervention, que nous avons mis en place depuis 2022. Et enfin, le couplage éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov' en cours de déploiement par nos réseaux. Nous regardons par ailleurs avec attention un produit qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro copropriété, que nous ne distribuons pas aujourd'hui, mais qui nécessiterait d'être révisité afin de pouvoir être distribué de manière plus importante. Je vous propose d'y revenir à la fin de mon intervention. Nous agissons donc avec l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, vous l'avez décrit, qui est disponible sans condition de ressources, qui permet de financer différents types de travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du propriétaire occupant ou bien du locataire d'un propriétaire bailleur, avec des plafonds qui sont variables selon la nature des travaux et avec des durées qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 ans selon la nature de l'éco-prêt à taux zéro. Globalement, le changement réglementaire de 2019 autorisant à financer des monogestes, c'est-à-dire une seule sorte de travaux, alors qu'avant il fallait financer plusieurs types de travaux obligatoirement, par exemple seulement le remplacement des fenêtres ou le remplacement de la chaudière, a permis au produit de décoller en 2019 avec une hausse de la production qui a été multipliée par 4 entre 2018 et 2022. Et pour le marché, aujourd'hui, on a 82 000 éco-prêts à taux zéro distribués en 2022 pour plus d'1 milliard d'euros. Le groupe est un acteur significatif puisqu'il représente près d'un tiers de cette production, soit plus que sa part de marché traditionnelle dans le financement du logement, qui est plutôt de l'ordre de 20%. Sur ce marché, environ 2 tiers des éco-prêts sont sur un seul travaux et environ 20% sur des bouquets de travaux, le solde étant sur des rénovations plus globales. Le montant moyen est d'environ 13 400 €, de l'ordre de 10 000 € pour des personnes qui font un seul type de travaux et 38 000 € pour une performance globale. Cette solution la plus complète, l'éco-prêt à taux zéro performance globale, a progressé mais ne représente aujourd'hui que 2,45% de la production des éco-prêts en 2022, malgré donc l'augmentation du plafond qui a eu lieu en 2021. Il faut savoir que des travaux d'atteinte de performance énergétique globale coûtent plus cher et sont plus contraignants, avec la réalisation d'au moins 6 types de travaux sur les 7 éligibles. Cette progression mérite, selon nous, d'être suivie avec l'interdiction de louer les passoires thermiques en 2025 pour les classes énergétiques G et en 2028 pour les classes énergétiques F, qui peut inciter certains bailleurs à vendre leurs biens avant l'échéance, mais pour d'autres à réaliser les travaux nécessaires dans un contexte de hausse des taux qui redonne un vrai levier au prêt à taux zéro et à l'éco-prêt à taux zéro. Notre réseau alerte malgré tout sur 2 points. D'une part, la procédure d'instruction de cet éco-prêt reste longue et fastidieuse, avec des formulaires à remplir par les clients et les entrepreneurs, des vérifications par nos réseaux sur des aspects techniques qui ne font pas partie de leurs compétences. Ce qui conduit parfois le client à abandonner au milieu de la procédure ou au profit de prêts travaux qui sont plus simples et rapides à mettre en place.
Le deuxième point est un point important qu'on évoquera aussi tout à l'heure dans le cadre du pré-avance rénovation, c'est les délais de perception de la prime, MaPrimeRénov', pour les clients qui y sont éligibles. Ça reste des irritants forts pour l'étude du plan de financement et la solvabilité du projet du client. C'est du reste qui a conduit au développement de l'outil qui couple l'éco-prêt à taux zéro avec MaPrimeRénov', qui est le produit qui vient d'être lancé et sur lequel nous avons été en test en début d'année et nous commençons à le déployer sur le territoire. Sur ce couplage, l'avantage, c'est qu'effectivement, cette prime est calculée directement par l'ANA et le chargé de clientèle reçoit une attestation qui fait que directement, il connaît le reste à charge à financer par son client. Donc ça limite vraiment, et notre réseau salue cette simplification qui est vraiment un plus. Une problématique ressort cependant liée au décalage de paiement de cette prime, donc MaPrimeRénov', qui est versée à la fin des travaux, qui conduit le client à en faire l'avance. Je rappelle qu'on est sur des clients qui sont sous plafond de revenus, donc plutôt relativement modestes, et s'ils ne disposent pas des fonds nécessaires pour composer la différence, le client risque de se retrouver à court de budget pour payer les artisans. A contrario, sur les coprêts classiques, le client fournit le devis de ses travaux, qui ne mentionne pas forcément les montants des aides auxquelles les ménages sont éligibles. De ce fait, ça permet indirectement de préfinancer ces aides. Aussi, nous soutenons l'initiative poussée par la profession de pouvoir préfinancer ces aides, par exemple par subrogation du client par le prêteur auprès de l'ANA, ce qui permettrait d'inclure le montant de cette aide dans le prêt en ayant la certitude d'être remboursé du montant. Quelques mots maintenant du nouveau dispositif, le pré-avance rénovation que vous avez déjà décrit, qui est effectivement un nouveau prêt qui vise à financer le reste à charge pour des clients modestes ou très modestes. C'est un produit sur lequel le Crédit Mutuel s'est mobilisé lors de son lancement, ensuite des propositions du rapport de M. Sichel pour la massification de la rénovation des logements et notamment des passoires thermiques des propriétaires très modestes ou âgés, selon les critères de l'ANA. La nouveauté, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, le prêt est remboursé lors de la mutation du bien, par vente ou par succession, le capital, voire le capital et les intérêts. C'est un prêt il y a une hypothèque obligatoire, ce qui permet au prêteur d'être informé de la vente du bien sur lequel porte la garantie réelle. Notre groupe a fait le choix de réserver ce produit à ses clients. Le montant maximum est de 30 000 € au Crédit Mutuel et le taux est de l'ordre de 2,50 et est aujourd'hui à 2,50 %. Sous condition de ressources, il bénéficie donc de la garantie du fonds de garantie à la rénovation énergétique, donc garantie d'État, à hauteur de 75 % du prêt, ce qui permet aux banques de limiter le risque sur un prêt dont on ignore la date de fin. Un point qui nous semble majeur, sur lequel on souhaite insister, c'est qu'il nécessite pour nous impérativement un dispositif d'accompagnement étroit du client et des travaux avec les accompagnateurs de la rénovation publique ou privée, mais labellisés par l'État, qui sont prévus par les textes. Ceci tout au long du projet de la rénovation, pour aider le client à décortiquer le projet et également pour suivre les travaux. Destinés à des emprunteurs souvent exclus du système de financement classique, comme je vous l'indiquais, nous avons choisi de limiter ce produit et de réserver ce produit aujourd'hui essentiellement à nos clients. Pour répondre à votre question, il faut rappeler que le pré-avance sur l'élargissement potentiel, il faut rappeler que le pré-avance rénovation reste malgré tout un produit plus cher qu'un amortissable puisque les intérêts sont remboursés en fin de prêt et qu'à ce titre, il n'est pas forcément adapté à toutes les situations. Nous n'avons pas vocation, l'état actuel, effectivement, d'en faire un produit d'appel. Il répond à des clients bien spécifiques. En termes de profil, les emprunteurs correspondent en majorité à la cible estimée au départ. Ce sont des retraités ou des personnes de plus de 60 ans modestes. Comme je vous l'indiquais, c'est un produit nouveau, tant pour le client que pour le Crédit Mutuel. Vous parliez de chiffres qui étaient faibles, effectivement. On pourrait le penser. En termes de chiffres, nous sommes vraiment au début. Le produit est distribué par certaines de nos régions, la plupart de nos régions. Et aujourd'hui, nous avons 60 pré-avance rénovation accordés. Vous allez me dire, c'est peu. Oui.
À noter cependant qu'un certain nombre de rendez-vous commerciaux concluent à la non-éligibilité du par les demandeurs, mais ces demandeurs sont orientés vers d'autres solutions, dont l'éco-prêt à taux zéro qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qui permet de parler de rénovation énergétique à nos clients, même en cas de refus du par. Donc c'est bénéfique. Aujourd'hui, au-delà de l'attente de la labellisation d'un plus grand nombre d'accompagnateurs, les frais d'hypothèque et toujours le préfinancement des aides que j'évoquais tout à l'heure sont un gros frein budgétaire pour les ménages ciblés par les dispositifs éligibles au FGRE, car ces aides ne peuvent être financées par le prêt avance rénovation. Donc, nous réitérons notre demande de pouvoir inclure ces frais d'hypothèque et le préfinancement des aides dans le montant de ce par. Ce sujet a déjà été évoqué auprès des pouvoirs publics. Nous attendons une réponse. Enfin, et très rapidement, l'éco-prêt à taux zéro copropriété. Nous souhaitons évoquer ce produit que nous ne diffusons pas aujourd'hui, qui consiste en un prêt global au syndicat des copropriétaires, qui pourrait être, selon nous, une des clés pour massifier la rénovation des logements collectifs. Ce prêt est dans la plupart des cas accompagné d'un prêt complémentaire global également au niveau de la copropriété. À ce jour, nous savons que l'offre bancaire est très rare et très peu importante. Pour montrer notre implication sur ce sujet, le principal groupe de Crédit Mutuel a décidé de mener un test sur la distribution d'un éco-prêt à taux zéro copropriété avec un organisme de caution, donc en phase de test. Il y a pour nous 3 freins principaux à son développement. Le délai d'instruction qui est très long, qui peut durer jusqu'à 18 mois. Avec la volatilité actuelle des taux, c'est difficile de s'engager sur un taux dans un futur aussi éloigné pour ce prêt collectif complémentaire, puisque bien entendu, l'éco-prêt en tant que tel est à taux zéro. Le deuxième frein, c'est l'obligation du recours à la caution d'un organisme de cautionnement, puisque ce n'est pas éligible à l'hypothèque. Et à date, la plupart des sociétés de caution le refusent. Le dernier point, c'est un taux d'usure qui est aujourd'hui inadapté pour le prêt collectif complémentaire dans un contexte de forte montée des taux. En effet, dans la très grande majorité des cas, il faudra un prêt complémentaire qui est supérieur à 75 000 € et qui sera donc soumis au taux de l'usure des prêts immobiliers. Ce taux est aujourd'hui de 3,79% pour les prêts de 20 ans, ce qui ne permet pas de maintenir nos offres compte tenu de la montée des taux. La profession a suggéré que soit appliqué par dérogation le taux d'usure qui est accordé aux prêts à la consommation et aux prêts inférieurs à 75 000 € ou aux clients quand ils font un crédit à la consommation eux-mêmes, avec un taux d'usure qui est aujourd'hui plutôt autour de 6%. En conclusion, les banques en général et le Crédit Mutuel en particulier sont là pour financer les projets, avec l'étude de la solvabilité et des risques pour la plupart des prêts, à l'exception du par, puisqu'on a vu qu'effectivement c'était un dispositif qui concernait les ménages exclus du parcours du prêt bancaire classique. En complément de ces prêts réglementés, nous disposons bien entendu d'une offre classique de crédit à la rénovation. Et vous l'avez bien compris, aujourd'hui l'obstacle principal ne vient pas selon nous d'un déficit de l'offre, mais plutôt de l'identification et de l'accompagnement des projets, avec une difficulté à trouver des artisans pour réaliser des travaux, et la problématique du coût de ces travaux, qui sur 20 ans n'est que rarement compensée par des économies d'énergie réalisées. Ce sont en premier lieu ces 2 éléments qui freinent la demande. À cela s'ajoute, j'en ai longuement parlé, la complexité des dispositifs d'aide et le cas des copropriétés. Dans ce contexte compliqué, vous pouvez compter sur le groupe Crédit Mutuel pour être dans une posture proactive comme nous l'avons montré sur le par. Un de nos groupes étudie par ailleurs la création d'une structure dédiée à la rénovation énergétique dont le périmètre et les missions restent en cours de réflexion et nous avons de nombreux échanges avec des accompagnateurs Rénov et assimilés pour mieux accompagner nos sociétaires et nos clients. Je vous remercie. Merci Madame. On va passer à Monsieur Bortoli si vous le voulez bien. Alors, si vous le permettez... Alors simplement, je vais vous demander de respecter le formalisme et de lever la main droite, rien que la main droite, dire je le jure, qu'on puisse après vous écouter. Pardon. Voilà. Alors, allez-y. Oui, donc je voulais commencer par un bref propos liminaire pour cadrer un peu
notre perception de ce sujet. Donc, merci en tout cas, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, de nous laisser ainsi l'occasion de vous exposer le point de vue de la Banque Postale. Alors, je ne reviens pas sur la contribution déterminante de la rénovation énergétique au respect de l'accord de Paris. Le rapport Sichel l'a évoqué assez longuement. Bon, un seul chiffre, 4,8 millions de passoires énergétiques, qui illustre bien l'ampleur du chantier. Dans cette politique publique, les banques sont des intervenants essentiels, des auxiliaires de nombreuses politiques publiques, l'éducation financière, la lutte contre le blanchiment, par exemple, et également des intervenants essentiels du besoin fondamental qu'est l'accès au logement. Mais le premier métier des banques, c'est véritablement de financer l'économie et d'être présentes dans les moments de vie importants de leurs clients. Elles sont donc de facto très concernées par la rénovation énergétique et la nécessaire accélération de son rythme. Et de ce fait, les banques collaborent régulièrement avec les pouvoirs publics, également avec la SGFGAS pour améliorer les dispositifs existants. Et il est de fait de leur intérêt de simplifier les parcours clients. Et alors c'est d'autant plus vrai pour la Banque Postale, qui est une banque citoyenne, une entreprise à mission, un acteur majeur de la banque de détail en France. Nous avons 20 millions de clients qui vont de l'accessibilité bancaire, donc en vertu de notre mission légale de service public, jusqu'à la gestion de fortune. Mais notre cœur de clientèle correspond aux catégories moyennes et populaires et qui sont souvent très concernées par la rénovation énergétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes positionnés début 2022 pour distribuer le prêt avance rénovation, comme vous l'avez souligné. Un produit intéressant, bien conçu, mais qui reste assez complexe et qui, effectivement, n'a pas encore trouvé son public. Nous sommes aussi un important distributeur de l'éco-PTZ depuis sa création. Notre part de marché en la matière est légèrement supérieure à notre part de marché sur le crédit immobilier. Nous avons aussi développé dès 2015 une offre spécifique de prêts dits à impact, des prêts, de crédit à la consommation à tarif préférentiel pour financer la rénovation énergétique des logements et pour l'acquisition de véhicules verts. De même, pour les collectivités territoriales, nous avons développé en 2019 les prêts verts qui permettent de financer des projets en lien avec la transition écologique et parmi lesquels la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et nous réfléchissons actuellement à des formules qui permettraient d'inciter nos clients à effectuer des travaux de rénovation au moment d'une acquisition immobilière, moment essentiel. Alors aujourd'hui, nous sommes évidemment bien conscients que les efforts et les résultats de la rénovation performante sont nettement insuffisants, mais la tâche est d'autant plus difficile dans le contexte actuel, car les besoins sont globalement inversement proportionnels aux revenus des ménages, et ils sont renforcés par la hausse des coûts énergétiques. Par ailleurs, l'ampleur des travaux nécessaires peut dépasser la valeur du bien. De même, on a mentionné le taux d'usure, qui est au moins temporairement une contrainte importante, comme on l'a vu dans le crédit immobilier. Alors, nous souhaitons souligner quelques conditions qui nous semblent véritablement nécessaires pour faciliter la massification de la rénovation, compte tenu de ces contraintes. À notre sens, les leviers sont surtout du côté de la demande de financement pour déclencher l'acte de rénovation, faciliter le projet de rénovation. Et cela suppose de solvabiliser les emprunteurs, de limiter le risque autant que faire se peut pour le prêteur et d'améliorer l'offre. On peut à cet égard envisager plusieurs axes d'amélioration. Alors tout d'abord, communiquer et faire œuvre de pédagogie. Il s'agirait par exemple d'outils globaux de simulation destinés aux particuliers, d'une meilleure communication auprès des copropriétés, d'un assouplissement du cadre contraignant de la publicité, ou bien la formation des intermédiaires chargés de l'accompagnement des ménages. Autre axe assez évident, c'est la simplification. On peut mentionner la prévisibilité et la pérennité fiscale des dispositifs qui sont bornés dans le temps, un alignement plus complet de certains critères d'accès aux différents dispositifs existants,
évidemment la simplification de certains formulaires. Troisième axe, faciliter le financement de l'avance de trésorerie pour le particulier. Donc là, un exemple, les subventions MaPrimeRénov' sont débloquées sur production de factures uniquement, et les prêts éco-PTZ peuvent être débloqués à hauteur de 30% maximum avant production d'une facture. Donc là, on pourrait songer à étendre des dispositifs d'avance totale ou partielle. Quatrième axe, minimiser le reste à charge. Pourraient être accrues les subventions pour les ménages les plus modestes. Et puis, comme le mentionnaient nos confrères du Crédit Mutuel, l'inclusion des frais hypothécaires dans les postes finançables du prêt avance rénovation ou bien l'amélioration des délais de paiement des subventions MaPrimeRénov'. Par ailleurs, il s'agit de réduire le risque pour le prêteur, enfin les prêteurs, donc outre la quotité garantie, notamment par le FGRE, on pourrait inciter les organismes de cautionnement à intervenir sur ce marché. Et enfin, on peut songer à fiabiliser les professionnels de la rénovation énergétique, améliorer l'accès à ces professionnels par une meilleure pédagogie auprès des artisans non labellisés et une plus grande implication des grands acteurs du BTP dans cette filière. On peut enfin songer à une meilleure intégration des différents segments et activités qui participent à la rénovation énergétique via des opérateurs assembliers qui seraient l'interlocuteur unique des particuliers, et notamment pour les rénovations globales. On peut aussi songer au tiers financement, qui est un vrai levier de massification, notamment à l'échelle régionale, mais qui suppose sans doute une montée en charge, enfin une montée en moyens, notamment en dotation en fonds propres, et une montée en compétences. Donc voilà ce que nous pourrons dire à titre liminaire, et puis je laisse mon collègue Laurent Bortoli évoquer plus précisément certains aspects. Merci. Oui, allez-y, monsieur. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, donc merci pour votre invitation. Peut-être pour commencer par la question sur la banque dédiée à la rénovation énergétique, pour reprendre vos questions dans l'ordre. Donc, cette banque KfW, qui a des missions effectivement d'intérêt public, d'aide à la création d'entreprises, d'aide au développement d'infrastructures et d'aide également au développement lié à l'économie d'énergie et à l'amélioration de la performance énergétique. Et effectivement, ce type de banque présente un intérêt réel, sans doute notamment pour des acteurs économiques de type entreprise, collectivité locale, collectivité territoriale. La Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts et consignations a d'ores et déjà des missions et des accompagnements, des niveaux d'accompagnement de ce type pour l'accompagnement à l'audit énergétique, au montage juridique et financier, l'accompagnement à la priorisation des travaux par des simulateurs qui sont dédiés sur cette aide à la priorisation pour les collectivités territoriales et collectivités locales. Pour les clients, les particuliers, la question se pose effectivement. Ça peut être un vrai apport, un vrai plus. Simplement, il faut mettre, à notre sens, ça en rapport avec les volumes potentiels et possibles de rénovation énergétique à traiter pour les ménages particuliers, compte tenu du fait que c'est un marché, si je puis dire, beaucoup plus diffus. On est sur 30 millions de résidences principales, 37 millions de logements, mais 30 millions de résidences principales, de logements qui sont occupés soit en tant que propriétaires, soit en tant que locataires, mais d'une résidence principale, avec un parc immobilier. Alors si on se réfère aux études de l'ADEME, celle que j'ai en tête, c'est celle de 2018, avec un parc immobilier segmenté en étiquette DPE, qui est de 34% en D, qui est de 24% en E, et F et G qui, au global, de D à G, on est sur 75% du parc immobilier
qui est en étiquette DAG. Donc ça veut dire qu'en fait, sur 30 millions de résidences principales, il y a 22 millions de logements qui nécessitent, alors à court, moyen ou long terme, en fonction de l'évolution de la réglementation, qui nécessitent finalement une rénovation énergétique. On voit bien l'intérêt d'une banque dédiée à la rénovation énergétique, avec un accompagnement qui est un accompagnement spécialisé en fait sur la rénovation énergétique. Pour autant, il faut avoir en tête, et je pense que nous, les banques, qui suivons nos clients, avec les financements et les différents financements qui sont à notre disposition et qui pourront être enrichis, on a aussi un rôle à jouer et faire face également à cet enjeu de volumétrie de parc immobilier à rénover d'un point de vue énergétique qui, si on s'arrête aux chiffres actuels, représente 22 millions de logements occupés en tant que résidence principale par les particuliers. Voilà, donc simplement dire, ça aurait un vrai intérêt, un vrai plus, un accompagnement spécialisé, comme on le voit bien avec la logique de mon accompagnateur Rénov'. Il faut aussi trouver le bon équilibre entre une banque dédiée à la rénovation énergétique et le rôle des banques qui voyons nos clients au quotidien, qui, à leur contact, savons ce qu'ils occupent comme logement, quels sont leurs besoins, et qui avons à notre disposition des moyens pour les accompagner dans la rénovation énergétique de leur logement, soit en tant que propriétaire, soit accompagner le bailleur quand ils sont locataires au titre de la résidence principale. Je continue si vous voulez. Oui. D'accord. Donc, alors, sur le prêt avance rénovation. Oui. Sur le prêt avance rénovation. Donc, vous donnez les résultats à date. On a lancé cette offre en février 2022. Donc, ça fait maintenant 15 mois qu'elle est mise à disposition de nos clients et des non-clients de la Banque Postale. Nous proposons ça également aux non-clients. On a développé le prêt avance rénovation avec deux types de formules. Soit une formule où le client rembourse uniquement les intérêts et le capital est remboursable, comme vous l'avez dit, au titre d'un événement qui est soit la mutation, soit le décès du dernier des co-emprunteurs occupants. Et on a une deuxième formule qui est le remboursement du prêt à la mutation ou au décès, capital plus intérêt, avec la capitalisation des intérêts. Donc les deux formules sont proposées avec à nos clients et aux prospects. Aucun frais pour le client, ni frais de dossier, ni bien sûr d'indemnité de remboursement anticipé, ni de frais d'expertise liés au bien immobilier. On est sur un taux à 2%. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a 40 offres émises et acceptées, donc pour à peu près 400 demandes. Qui dans le format et dans le mode de fonctionnement, c'est des clients ou des prospects qui se présentent dans notre réseau de bureaux, de secteurs, auprès de nos conseillers et qui sont orientés vers des conseillers dédiés, des conseillers spécialisés, compte tenu de cette offre qui mérite d'être expliqué et qui mérite assez de pédagogie et de présentation à destination des clients enfin, qui sont intéressés. Alors, le différentiel entre 400 personnes qui nous ont été transmises et 40 pour lesquels on a émis au final une offre. En fait, il y a 40% en fait, de ces clients ou prospects qui avaient une hypothèque dans une autre banque, c'est-à-dire qu'ils avaient un crédit en cours et en fait, pour pouvoir le mettre en place et avoir la garantie du FGRE, il faut qu'on soit en premier rang, en hypothèque de premier rang ou en hypothèque de deuxième rang derrière nous-mêmes. Donc en fait, il y a déjà 40%, pas tout à fait la moitié, mais quand même, ces clients avaient encore un crédit immobilier hypothécaire vivant dans une autre banque. On a en fait un tiers, 34% de ces clients qui pouvaient bénéficier de l'éco-PTZ, de l'éco-prêt, et qui étaient en capacité de le rembourser. Donc,
dans le cadre de notre devoir de conseil, puisque bon, on compare un prêt à 2% avec un remboursement à terme et un prêt à 0% avec un terme connu, quand le client avait la capacité de le rembourser, on lui a présenté, on lui a proposé, nos conseillers experts ont proposé cette solution EcoPTZ en face de celle du prêt avance rénovation, et dans ces cas-là, le client, pour 34%, a finalement retenu l'EcoPTZ. On a 8% de clients qui ont abandonné le prêt avance rénovation. Ça, c'est un des points. Le prêt avance rénovation est un prêt dans le sens viager hypothécaire, c'est-à-dire son remboursement peut être fait par la mutation ou est fait finalement dans le cadre d'une succession. Donc le remboursement capital plus intérêt vient en diminution de la succession, hein, donc pour les ayants droit et pour les héritiers. Et ça, pour certains clients, psychologiquement, certains ménages, ça peut constituer un blocage. Souvent, c'est des ménages dont c'est le patrimoine le plus important, leur résidence principale. Et ça peut être un sujet que de dire, finalement, je ne vais pas transmettre ce patrimoine à mes enfants. Et donc, voilà, quand on a bien expliqué le prêt avance rénovation, ça a pu poser un blocage, je dirais, entre guillemets, psychologique vis-à-vis de ces clients. Voilà. Et puis, il y a 5%, c'est des clients dont les ressources, finalement, étaient au-delà des plafonds ANA, plafonds modestes. Alors, les profils clients, comme l'évoquait ma consoeur du Crédit Mutuel, c'est essentiellement des ménages de plus de 60 ans qui ont soit des revenus faibles, soit des retraites limitées, voire très limitées, et qui sont propriétaires de leur résidence principale et ont vraiment un intérêt à faire de la rénovation énergétique pour réduire le coût de leur facture d'énergie et pour également améliorer leur confort de vie du bien immobilier qu'ils occupent. C'est vraiment les deux motifs. Voilà, réduire sa facture et améliorer son confort de vie. Bon, voilà. Sinon, quelques chiffres. Hein. Le montant moyen chez nous du prêt avance rénovation est de 18 000 €. Alors, il y a une variation. Ça a été de 4 000 € jusqu'à 44 000 €. Voilà. Et donc, on finance pour les 2/3 des clients de la Banque Postale et pour 1/3 des clients d'autres banques. Les motifs ou gestes de rénovation énergétique qui ont été financés par le prêt avance rénovation, 50% de ces parts, c'est du changement de système ou de dispositif de chauffage pour améliorer et rendre plus efficace la consommation de chauffage. C'est 20% sur de l'isolation de tout ce qui est voie d'accès, enfin c'est fenêtres et portes en fait. Et puis c'est 20% de l'isolation par l'extérieur. Tout ce qui est principalement tout ce qui est mur. Et puis 10% c'est des autres gestes de rénovation énergétique. Voilà ce que je peux vous dire sur le prêt avance rénovation, sur les pistes potentielles d'amélioration. Je reviens pas, ça a été dit, il y a le financement des frais de garantie, sans doute la réduction, si c'est possible, d'une façon ou d'une autre, la réduction du montant des frais de garantie. Il y a, pour l'instant, nous finançons les propriétaires de résidences principales. Il y a sans doute une possibilité qui est de dire, sauf erreur, la réglementation le permettrait, ce serait d'ouvrir le financement en pré-avance rénovation de propriétaires bailleurs, mais dont la location du logement est dédiée à la résidence principale, à un locataire qui occupe le bien en tant que résidence principale. Ça, c'est un axe potentiel d'élargissement sur le pré-avance rénovation. Et il y a un dernier axe possible, mais là encore qui méritera d'être creusé par nos soins, c'est d'envisager une communication externe, dans le sens où aujourd'hui on a finalement orienté, on a eu des demandes dans le cadre de notre réseau qui ont été orientées vers notre plateforme, une communication externe sur ce type de financement
quand même dépend de la réglementation des prêts viagers hypothécaires, c'est l'article L315 du Code de la consommation, donc avec un prêt dont le terme n'est pas connu au moment du moment où on le consent. Donc il faut dans les communications finalement communiquer le TAEG à 5 ans, à 10 ans, a priori tout part pas de 5 ans pour donner une visibilité sur l'emprunteur et puis sur le lecteur d'une communication externe, sur le coût total à terme de 5 ans de ce type de prêt, compte tenu de la capitalisation des intérêts, pour aussi prendre conscience que c'est un prêt, quand on prend la formule avec un remboursement à terme capital plus intérêt, qui a une capitalisation des intérêts, et donc que ça se rajoute finalement au capital restendu, enfin à la somme restendue par l'emprunteur, et donc potentiellement par les ayants droit dans le cadre d'une succession. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le prêt avance rénovation. Peut-être sur l'éco-PTZ, oui. Si vous voulez oui, que je vous donne également quelques éléments sur l'éco-PTZ. Alors, pour ce qui concerne l'éco-prêt à taux zéro, au niveau des profils de clients auxquels on prête en éco-prêt à taux zéro, enfin tout type d'éco-prêt à taux zéro, je parle de l'éco-prêt à taux zéro classique, de l'éco-prêt à taux zéro rénovation ou performance globale, et également, comme nos confrères, depuis février, donc c'est récent, de l'éco-prêt à taux zéro couplé avec MaPrimeRénov', qui constitue un vrai plus en termes, enfin on y reviendra peut-être, mais en termes de simplification du parcours du ménage sur la rénovation énergétique. Enfin, je fais une petite parenthèse, mais bon, on pourra en reparler. Tout ce qui va dans le sens d'un alignement, d'une homogénéisation et d'une convergence des critères d'éligibilité aux aides, que ce soit des primes, des prêts à taux zéro, de la valorisation des certificats d'économie d'énergie, même, si je puis dire, des aides locales, quand il y en a. Alors même s'il peut y avoir des divergences, des différences, parce que d'une région à une autre, ça répond peut-être à des besoins, à un climat différent. Mais enfin, tout ce qui va dans la convergence et l'homogénéisation des critères d'éligibilité aux aides va dans le bon sens, parce que ça simplifie le parcours rénovation énergétique, si on peut l'appeler comme ça, du ménage particulier. Cet éco-PTZ couplé avec MaPrimeRénov' est une amélioration très sensible et qui va dans ce sens. Alors, sur ces différentes formules d'éco-prêt à taux zéro, on a un profil d'âge moyen, là pour le coup, qui est de 46 ans, avec des revenus moyens de 4 600 €, donc des revenus qui sont assez conséquents. On a aux 2/3 des salariés du secteur privé et 1/3 de salariés du secteur public. Les catégories d'actions qui sont financées à 60%. Là encore, c'est le changement de système et l'amélioration de la performance du système de chauffage. 25% sur l'isolation thermique par l'extérieur et 15% sur l'isolation thermique des ouvertures, portes et fenêtres. Donc voilà, alors les montants, sur les montants d'éco-prêt, les montants qui sont aujourd'hui proposés sur les gestes de travaux, que ce soit sur l'action sol à 15 000 €, sur le bouquet de lots de travaux sur 25 000 € et sur le bouquet les 3 lots de travaux à 30 000 €, nous ne rencontrons pas, enfin à notre niveau, nous ne rencontrons pas, par rapport à ces plafonds de montants, de difficultés particulières. On a un montant moyen d'éco-prêt à taux zéro qui, d'après les données SGFGAS, sont
sont dans le marché, enfin dans ce qui se pratique par nos confrères, on a un montant qui est de 13 300 € en 2022, alors qui augmente légèrement en 2023 sur le premier trimestre, puisqu'on est passé à 14 600 €. Bon, donc ça fait plus 10%. On peut imaginer que c'est aussi lié au contexte d'inflation qui bien sûr se répercute sur la rénovation énergétique et sur les travaux de rénovation énergétique. Enfin, sur ces plafonds de montant éco-prêt à taux zéro, nous ne rencontrons pas de difficultés. Alors la question se pose, et même si ça a été une proposition du rapport Sichel qui a été mise en œuvre, c'est sur le montant plafond de l'éco-prêt à taux zéro en rénovation globale. Sur cet éco-prêt à taux zéro rénovation globale, c'est un vrai plus de l'avoir porté à 50 000 € en montant plafond et à 20 ans en durée de remboursement. Compte tenu et aujourd'hui, là je me réfère aux données de la SGFGAS, enfin, sur le 4e trimestre 2022, montant moyen des travaux de rénovation globale, performance globale, c'est 49 000 €, et le recours à l'éco-prêt à taux zéro performance globale, c'est 37 000 €. Donc on est en deçà des 50 000 €. Simplement, c'est une moyenne. Et compte tenu et c'est logique, hein, compte tenu des demandes, des exigences de performance énergétique sur ces logements en performance globale, 331 kWh par mètre carré sur le chauffage et la production d'eau chaude, moins 35% d'amélioration en gain sur la consommation d'énergie par rapport à la situation avant travaux. Dans certains logements, on peut imaginer que ce plafond à 50 000 € est limitatif, mis en regard des niveaux de performance énergétique qui sont demandés, et notamment le moins 35% par rapport à la situation avant travaux. Hein. Là, on est sur la rénovation globale, donc les ouvertures, l'isolation, toiture, plancher, murs, le système de chauffage. Enfin, voilà, donc on est sur des budgets, notamment dans le logement individuel, qui à 50 000 € peut être trop limitatif. Voilà. Alors pour ce qui concerne les financements des copropriétés, oui. Alors aujourd'hui sur les copropriétés, mais comme nos confrères, on intervient bien sûr, même si c'est difficile à flécher, on intervient par les prêts personnels et les prêts individuels qu'on consent à destination de nos clients et des prospects. Donc il y a une contribution qui est d'ores et déjà existante. Premier point. Sur le deuxième point, au niveau de la Banque Postale, nous participons au groupe de travail de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires sur le reste à charge des copropriétés. Donc ce n'est pas exclusivement sur des travaux de rénovation énergétique, mais c'est sur des travaux dédiés aux copropriétés. Et donc on est dans cette réflexion de se dire comment on peut finalement développer une offre dédié aux copropriétés pour les travaux et pour le reste à charge qui vient en déduction des aides qui sont mises à disposition, y compris pour les copropriétaires, enfin pour les syndicats de copropriété. Alors dans ce groupe de travail, dans cette réflexion, nous réfléchissons également aux prêts copropriété, sachant qu'il y a deux types de prêts copropriété, en tout cas dans ce qui se pratique aujourd'hui. Cette réflexion, elle peut être prospective sur des nouvelles solutions, mais dans ce qui existe aujourd'hui, il y a le prêt aux copropriétés qui est consenti aux syndicats de copropriétaires, et il y a le prêt collectif, mais avec adhésion individuelle. Donc un prêt collectif consenti aux syndicats,
et un prêt collectif, mais avec adhésion individuelle. Donc, dans le premier cas, on est sur des prêts collectifs consentis au syndic qui nécessitent un passage, bien sûr, en Assemblée générale, mais qui nécessitent d'avoir la majorité de l'Assemblée générale. Qui nécessite également que le syndic de copropriété organise, un peu comme il le fait pour des charges, pour les charges, pour les contributions des copropriétaires à hauteur de leur tantième sur les charges. Ça nécessite, puisque le prêt est consenti au syndicat de copropriétaires, que si ça a été voté à la majorité, le syndic organise la contribution, le prélèvement quelque part de la contribution pour rembourser pour les copropriétaires adhérents. Oui. Uniquement les copropriétaires adhérents, parce que bien sûr il y a des copropriétaires qui font leur affaire sur leurs fonds propres de financer la contribution aux travaux de la copropriété. Mais donc le syndic de copropriété doit organiser finalement la contribution des adhérents au remboursement du prêt consenti au syndicat de copropriété. Donc nous, c'est plutôt cette formule-là sur laquelle on réfléchit et qui se rapproche finalement de l'éco-prêt collectif. Mais il y a ces contraintes que je viens d'évoquer de la majorité et également d'organiser la contribution des copropriétaires adhérents. Il y a une deuxième formule de financement qui est l'adhésion individuelle. Là, il n'y a pas besoin de majorité de la part de l'Assemblée générale des copropriétaires, puisque c'est une adhésion individuelle. Par contre, c'est en termes de montage, c'est plus complexe, puisque ça nécessite d'organiser un prélèvement individuel des copropriétaires qui adhèrent à ce financement. Donc c'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe à monter. Et voilà, bon, pour l'instant, c'est pas une piste qu'on privilégie à notre niveau. Après, je rejoins ce qui a été dit par ma consoeur. Il y a des sujets qui sont le cautionnement, qu'on soit sur un prêt copropriété collectif ou sur un prêt copropriété adhésion individuelle, il faut organiser un système de cautionnement, de garantie. Il n'y a pas de garantie hypothécaire possible dans ces prêts aux copropriétés, puisqu'on ne peut pas prendre d'hypothèque sur, je dirais, des parties communes, et puis les parties qui correspondent à la copropriété. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur la partie copropriété. Après, si vous le voulez, on pourra parler effectivement, François Régis en a parlé, il y a vraiment deux parcours sur la rénovation énergétique. Il y a les propriétaires ou les propriétaires bailleurs qui veulent rénover un logement dont ils sont propriétaires, et puis il y a les acquéreurs. Alors, avec un volume dans l'ancien d'accession à la propriété, aujourd'hui de 1 million de transactions à l'année, peut-être un peu moins en 2023, 900, 950 000, enfin on n'est pas capable de dire à date, mais sur un volume de transactions, il y a quand même 900 000, 950 000 transactions annuelles qui constituent un moment où un accédant à la propriété peut se poser la question de la rénovation énergétique d'un logement dans l'ancien, dont on disait que, bon, alors c'est des moyennes, mais 75% sont sur des étiquettes D à G et qui méritent ça mérite de se poser la question de la rénovation énergétique pour répondre et accompagner nos clients sur des objectifs qu'ils nous évoquent, c'est-à-dire réduire sa facture d'énergie au moment où j'entre dans les lieux, valoriser mon bien, puisque si je le fais monter d'une ou deux étiquettes, ça le valorise, et puis avoir un confort de vie au-delà des travaux d'amélioration, d'esthétique, d'emménagement, si je puis dire, également le confort de vie, parce que j'ai un système de chauffage qui est mieux réparti, qui est plus efficace, parce que j'ai un logement qui est mieux isolé, et que c'est plus confortable à occuper. Donc
ça nécessite, dans un parcours d'accession à la propriété, où en 3 mois, le moment où on signe un compromis et le moment où on doit signer un acte chez le notaire, où on doit insérer finalement un certain nombre d'étapes qui est quels travaux faire, quel budget pour ces travaux, quel professionnel RGE contacter, quelles aides sont possibles, et tout ça donc pour l'insérer dans un plan de financement. Voilà, donc c'est un bon axe de réflexion également, parce que c'est sur entre 900 000 et 1 million enfin 75% de 900 000 ou 1 million de transactions, une question qui se pose pour des futurs acquéreurs. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour vos explications. Rapidement sur la proposition, puisqu'on a eu dans les différentes auditions, plusieurs propositions justement sur les types de financement. Et il y avait une proposition de France Stratégie sur la façon de créer un opérateur ensemblier et donc qui regrouperait à la fois entreprise, maîtrise d'œuvre et financement du projet, et qui du coup permettrait d'avoir un reste à charge zéro avec un remboursement qui se ferait en récupérant le montant des économies réalisées. Du coup, voilà, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez réfléchi, en tout cas travaillé? De la même manière, on a eu une proposition aussi de Madame Verchères, Combe et Ibanez, qui ressemble beaucoup, enfin qui est sur la base du plan avance rénovation, et qui est là plutôt sur dire on rend obligatoire les travaux de rénovation, mais on les couple justement avec un prêt hypothécaire qui va se rembourser, qui soit garanti par l'État et qui va se rembourser soit à la vente, soit au bout de 30 ans. Est-ce que c'est les retours que vous pouvez avoir par rapport à ces propositions? Et puis moi, une question complémentaire par rapport aux copropriétés. C'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que les copropriétés, c'est quand même là où on a le plus de mal, lié au fait que ça soit complexe effectivement sur la prise de décision, mais on voit aussi que c'est là où on peut massifier en tout cas les travaux et que ça peut être intéressant. Et donc se pose la question du financement. C'est vrai que sur le plan avance rénovation, moi je trouvais que c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Donc vous dites qu'en fait c'est impossible sur une copropriété du coup d'arriver à mettre en place une hypothèque d'une manière ou d'une autre en tout cas, qui permettrait justement d'avoir un prêt et qui se rembourse uniquement sur les ventes ensuite des appartements, quoi, et donc du coup de ne pas avoir d'avance à faire, quoi, ce qui sur une copropriété pourrait permettre justement de favoriser en tout cas le passage à l'acte, tout simplement, et faire en sorte que ça puisse entrer plus facilement dans cette phase de rénovation. Est-ce que ça, c'est des aspects en tout cas que vous avez réfléchi sur la question des copropriétés et de voir comment on pouvait transposer la question du plan avance rénovation sur les copropriétés? Voilà, merci. Oui, au regard de vos différentes questions concernant la proposition de France Stratégie, de créer un opérateur ensemblier, nous suivons attentivement les réflexions autour du modèle d'opérateur ensemblier, parce qu'effectivement, ça présente l'intérêt de proposer une offre globale, financement et travaux, tout en intégrant potentiellement les économies d'énergie dans le montage financier. Cela fait penser aussi au tiers de financement qui va être testé avec la Caisse des dépôts pour la rénovation thermique des bâtiments publics, qui est un test qui va être mené sur 5 ans. Là, on est sur donc, du grand public, dans le sujet qui nous préoccupe. On est bien entendu donc on suit très attentivement, et c'est un sujet qui nous semble intéressant, mais on reste très vigilant parce que le risque de surendettement est quand même assez réel pour les particuliers, puisqu'effectivement on mise sur des économies d'énergie dont on n'est pas sûr qu'elles seront réalisées, ou en tout cas il peut y avoir des modifications de comportement du client qui peut conduire à ce que l'équilibre qu'on a trouvé au moment où on définit le projet n'est pas celui qu'on trouve à l'arrivée. Donc on regarde, on est très intéressé, mais on reste très vigilant par rapport au grand public.
Sur l'idée du prêt hypothécaire sur 30 ans, et comme vous l'avez indiqué, ça ressemble un peu à une généralisation du prêt avance rénovation. Dans mes propos liminaires, j'ai indiqué qu'effectivement, pour nous, le prêt avance rénovation, déjà, il y a un dispositif récent qui vise une cible déjà importante. Donc, je pense qu'on a matière à faire déjà avec ce prêt-là, qui s'appuie sur un dispositif d'accompagnement qui aujourd'hui n'est pas encore totalement mûr. Nous, on mise beaucoup aussi sur ces accompagnateurs. Aujourd'hui, il y a France Rénov en accompagnateur public, mais il y a également les accompagnateurs privés qui devraient arriver sur le marché. Et là, ils auront vraiment un rôle d'identification des clients aussi. Ils vont nous amener les clients, parce que comme on l'indiquait tout à l'heure, nous, on a une approche globale aussi avec nos clients, on identifie effectivement leurs besoins. Maintenant, ces clients-là ne viennent pas forcément pousser la porte. Voilà. Là, on peut avoir des personnes qui vont, des structures qui vont nous aider à identifier les bonnes personnes et surtout à les accompagner sur la durée. On a indiqué aussi que ces prêts-là, c'est des prêts qui coûtent cher. Si on fait même un prêt sur 30 ans avec un report d'intérêt, ça coûte cher. Mon confrère évoquait le sujet des héritiers. C'est aussi un sujet pour des clients qui ont des héritiers finalement de prendre le risque à ce que le bien ne soit pas transmis en totalité. Ça peut en tout cas freiner certains. On a en revanche... Quand on parlait d'extension de ce produit-là, on a quand même une cible de clientèle qui sont les clients qui ont saturé leur endettement, parce qu'aujourd'hui, notamment avec les contraintes du HCSF, des clients qui sont en train de rembourser un crédit immobilier, qui ont probablement des travaux à réaliser derrière, mais qui sont saturés au niveau de leur endettement. Peut-être que sur ces cas-là, ça pourrait être intéressant d'élargir le produit avec garantie de l'État, ou des clients âgés mais qui n'ont pas d'héritier, par exemple, où là, effectivement, on pourrait être intéressé par ces sujets. Et puis, en termes de mesures, je rejoins là aussi ce que disait mon confrère. Je pense qu'on a aussi matière à communiquer, que tous les acteurs qui sont impliqués dans ce sujet de la rénovation énergétique des clientèles modestes communiquent, donc nous au niveau de nos réseaux bien entendu, mais les accompagnateurs et puis aussi peut-être l'État vis-à-vis des cibles de ce financement. Voilà ce que je voulais rajouter sur les pré-copropriétés. Peut-être, alors si je peux me permettre, j'ai mon collègue qui connaît ces sujets sur les copropriétés, s'il peut rajouter. Je vais simplement vous demander de faire le même formalisme en disant de prêter serment et de dire la vérité, toute la vérité, puisque bon, voilà, c'est une obligation. Voilà, donc vous pouvez prendre la parole. Oui, alors, branchez votre micro. S'agissant des prêts copropriétés, on voit bien qu'on a affaire à des prêts complexes, mais l'enjeu est important. En fait, le prêt éco-prêt copropriété qui est forcément accompagné d'un prêt complémentaire, Sophie l'a expliqué, c'est un mécanisme complexe. Et pour l'instant, l'offre bancaire est quasi nulle sur le sujet, il faut bien le dire. Et le groupe Crédit Mutuel est prêt à faire un test, grandeur nature, peut-être un deuxième d'ailleurs, mais d'abord un premier test pour voir comment, puisqu'on a les éléments qui figurent dans la réglementation, pour voir comment on peut mettre en place ce financement, en tirer des conséquences, peut-être en faire des propositions avec nos confrères au niveau de la profession, parce que l'enjeu est vraiment important au niveau des copropriétés. Mais c'est vraiment très complexe. Je crois qu'il y avait, alors je fais peut-être une erreur, mais bon, Mathieu me corrigera, sur les prêts copropriétés. Vous avez dit qu'il y avait la possibilité que ce soit un prêt qui soit accordé au syndic de copropriété. Les prêts collectifs. Prêts collectifs, mais avec quand même, a priori, Mathieu,
la difficulté, ou l'impossibilité pour un syndic de s'endetter. Non, enfin, le syndic, lui, est le gestionnaire, si je puis me permettre. Le syndicat, pardon. Le syndicat de s'endetter. Qui est une entité juridique, oui. En fait, hein, c'est lui l'emprunteur. Il y a un prêt unique, c'est ça qui est nouveau. Un seul prêt, un seul prêteur au niveau du syndicat de copropriétaires. Mais la difficulté de la mise en place d'un prêt global, qui forcément sera d'un montant important, avec un délai d'instruction, c'est un délai moyen de 18 mois, mais souvent on est bien au-delà, avec une volatilité des taux. Donc faire une offre bancaire dans ce contexte-là, c'est vraiment très délicat actuellement. Délicat, mais ça vaut. Le Crédit Mutuel se dit que ça vaut le coup d'essayer. Encore une fois, on a l'arsenal juridique pour le faire, et donc on va essayer de mener un test et d'en tirer les conséquences. On partagera d'ailleurs avec nos confrères et l'administration. Oui, pardon. Allez-y. Non, juste pour rebondir sur ce que disait mon confrère et faire le lien avec le dernier point qui était le prêt avance rénovation et le financement dans des copropriétés. D'abord, le prêt avance rénovation peut permettre de financer dans une copropriété des travaux de rénovation énergétique de la partie privative. Ça arrive. Hein. Donc c'est plutôt, alors quand c'est possible et que le syndicat le permet, ça peut être les ouvertures, là aussi ça peut être les fenêtres. Après, un des points de difficulté qu'on a, et c'est pour ça que je rebondis sur ce qui a été dit, c'est d'arriver à coordonner des calendriers qui sont parfois difficiles à coordonner. Je m'explique. Les prêts collectifs aux copropriétés, et donc le fait de contribuer par un prêt avance rénovation à des travaux dans des copropriétés, le sujet, ça va être de trouver le moment où le particulier va solliciter le prêt avance rénovation pour timer ça avec des appels de fonds sur des travaux de copropriété. Et comme ça a été dit, le processus entre le moment où on fait voter des travaux dans une assemblée générale et le moment où finalement on débloque les fonds, enfin on fait des appels de fonds, il peut se passer 12, 15 mois. Enfin, c'est des processus longs entre le moment où on envisage de faire des travaux, le moment où on les fait voter, le moment où on sollicite des entreprises pour faire des devis, le moment où on contractualise avec une entreprise pour faire ses travaux et le moment où on appelle les fonds. Donc toute la difficulté finalement de coordonner un prêt individuel comme le prêt avance rénovation, alors qu'on le fait pour du prêt, et c'est pour ça qu'on le fait avec des prêts personnels, avec des prêts individuels, c'est que ça se sollicite très rapidement. Mais un prêt avance rénovation qui est un prêt hypothécaire, donc qui est aussi un processus de sollicitation de prêt qui est relativement long. Il faut arriver à le coordonner avec un processus de travaux de copropriété qui prend 18 mois. Parce qu'il faut le voter, parce qu'il faut contacter des entreprises, il faut avoir plusieurs devis, il faut en choisir une, il faut que l'AG accepte cette entreprise, etc. etc. Donc voilà, le prêt avance rénovation est un petit peu complexe à faire rentrer et à coordonner avec ce processus de rénovation énergétique des copropriétés. C'est le point de difficulté. Je comprends la complexité, mais je dirais techniquement, ça serait possible. Enfin, Techniquement, enfin, ça mériterait de s'y pencher, mais techniquement, prendre une hypothèque sur un logement individuel pour financer des travaux, enfin une contribution à des travaux collectifs, je réserve ma réponse, mais sur le principe, ça ne me paraît pas hors de propos. Ça me paraît pas hors de propos. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, on juxtaposerait deux systèmes de financement qui sont délicats. Et on ajouterait les handicaps, peut-être. Alors déjà qu'on a un délai d'instruction très long en matière de copropriété, ça rajouterait encore du délai au délai. Et puis rappelons-nous que la cible du PAR est une cible particulière, que le PAR
nous semble-t-il, n'a pas vocation à devenir un produit universel. Oui, donc pas à être généralisé, Voilà. comme l'a laissé entendre le secrétaire Voilà. à la planification écologique. Est-ce que vous aviez encore quelques informations? Juste sur l'opérateur ensemblier, enfin la proposition de France Stratégie, bon, comme on évoquait, un des freins à la rénovation énergétique, c'est parfois, souvent quand même, la complexité du parcours. Donc un opérateur ensemblier qui prend tout en main, qui fait de la maîtrise d'ouvrage délégué, y compris sur la sollicitation des aides, bon, ça lève un frein très clair. Ça a plutôt du sens sur la rénovation globale plutôt que de la rénovation sur, enfin, en performance globale plutôt que par un geste d'action. Il faut juste que le particulier y trouve aussi son intérêt. Donc, il y a sans doute le confort de vie, il y a également la valorisation de son bien. Dans la proposition, ce qu'on comprend, c'est que par contre, la réduction sur sa facture d'énergie, compte tenu de la prise en charge, c'est plutôt l'ensemblier qui en bénéficiera. Qui en bénéficiera. Bon. Donc, voilà. Sur l'obligation de recours à un ensemblier, clairement, un ensemblier ou un accompagnateur, c'est un vrai plus. De là à le rendre obligatoire, c'est un vrai facilitateur. De là à le rendre obligatoire, même si c'est vrai pour certaines primes, comme ma prime Rénov Sérénité, enfin, sauf erreur, sur conditionner un prêt au recours à un ensemblier accompagnateur, ça nous semble mettre un peu de complexité parce qu'en fait, un accompagneur ensemblier, il va être au tout début du parcours de la rénovation énergétique du particulier. Il va dès la définition des travaux à faire, le contact de professionnels RGE, il va être au tout début. Le financement sur le reste à charge, ça intervient un peu après. Donc finalement, on conditionne un prêt qui arrive après au recours à un accompagnateur qui lui intervient dès le départ. Moi, je pense, c'est un avis personnel, mais qu'il faut des accompagnateurs, mais les positionner comme des facilitateurs, et notamment pour les publics qui en ont besoin, donc les ménages modestes, et voir tous les ménages, mais pas le rendre, à notre sens, obligatoire. Oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire mon confrère, donc par rapport au recours à un accompagnateur, a priori, c'est obligatoire à compter du 1er septembre 2023 pour tous les travaux qui génèrent des primes supérieures à 10 000 euros. Si on est sur la problématique des coûts des travaux de la rénovation performante, donc les montants qu'on évoquait tout à l'heure, finalement, une part déjà importante des ménages devrait rentrer dans le cadre de cette obligation. Aussi, conditionner l'octroi d'un crédit à l'accompagnement des travaux ne présenterait pas vraiment d'intérêt pour nous. On vous remercie. Moi, j'aurais juste une dernière question. Pourquoi le secteur bancaire est-il autant en retrait dans la question du financement de la rénovation énergétique des logements, hormis voilà, les deux banques que vous représentez? Mais on pourrait penser quand même qu'il y ait une implication plus forte et une mobilisation plus forte du secteur bancaire. Et malheureusement, ce n'est quand même pas le cas. Oui. Je pense déjà peut-être que c'est à la profession bancaire ou à la Fédération des banques françaises peut-être interroger globalement ou aux interlocuteurs eux-mêmes. Je pense que les banques globalement sont quand même impliquées sur cette thématique. Et concernant le prêt avance rénovation, on a bien dit que c'était un nouveau produit, y compris pour les banques. Donc voilà. Crédit Mutuel a souhaité vraiment dès le départ se positionner et prendre finalement le risque d'être sur ce produit qui nous semble vraiment très intéressant pour le client, effectivement, qui nécessite de mûrir, qui nécessite à la fois que le client mûrisse et aussi que notre réseau mûrisse pour sa distribution. Mais c'est vrai que c'est un produit nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de commercialiser puisque tout est remboursé à la fin. Donc voilà, c'est peut-être aussi voilà, chaque réseau avance à son rythme sur ce produit-là. Enfin, en tout cas, bon nombre de personnes qu'on a auditionnées ont quand même fait cette remarque sur la frilosité,
entre guillemets, du secteur bancaire dans des perspectives des objectifs qui sont à tenir et d'une massification qui est souhaitable. Bon. Difficile de répondre à leur place. C'est ce que j'évoquais. Il y a aussi un certain nombre de financements qui ne sont pas fléchés sur la rénovation énergétique et qui pourtant financent de la rénovation énergétique, notamment dans le cadre des copropriétés. Et ça, c'est difficile de vous donner des volumétries, bien sûr, mais c'est quand même une réalité, et notamment pour solliciter des prêts au moment où on en a besoin sur les appels de fonds dans le cadre de travaux de copropriété. Et cela, et les banques sont là, sont vraiment présentes là-dessus. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas vous donner de chiffres de contribution. Merci beaucoup. Bonne soirée.